Très bien. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, quand on souhaite utiliser une GED, généralement, ça commence par une page d'accueil. Donc, cette page d'accueil permet de se connecter en saisissant son identifiant et son mot de passe. Et donc, quand on clique sur la connexion, on atterrit sur la page principale. Donc, je vais vous expliquer rapidement le contenu de cette page. Donc, vous retrouvez tout d'abord, donc ça prend quasiment la moitié de l'écran, la visionneuse dont je vous montrerai un petit peu l'utilisation après, qui permet donc d'afficher les documents et de réaliser des actions rapides sur les documents. On retrouve l'onglet bac. Les bacs sont des espaces temporaires dans lesquels stocker des documents en cours de traitement, et donc ça s'apparente au bac à documents qu'on retrouve sur un bureau classiquement pour les documents papier. Donc, ce sont les documents qui doivent être stockés. Donc, les documents stockés, on les retrouve dans l'onglet de recherche. Donc, l'onglet de recherche permet, comme son nom l'indique, de rechercher des documents qui sont stockés dans ce que DocuWare appelle des armoires. Et donc, encore une fois, cela fait référence aux armoires que l'on retrouve dans des bureaux classiquement où les documents sont indexés et bien rangés à leur place. Donc, on peut faire une recherche transversale sur tous les documents auxquels on a accès. On retrouve ensuite l'onglet Liste qui vient en complément de la recherche et qui est un regroupement automatique de documents par typologie ou critères d'indexation et qui est mis à jour en temps réel. On retrouve l'onglet Tâches également qui permet de voir les tâches qui nous sont assignées. Donc je vous en ferai une petite démonstration après. On retrouve également l'onglet Formulaire qui permet un accès au formulaire numérique à remplir. Pareil, je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne. Et l'onglet dossier. Pardon, j'ai sauté l'onglet dossier, mes excuses. Dans l'onglet dossier, on retrouve une structure en arborescence qui ici n'est pas très impressionnante puisqu'il n'y a pas encore de documents, mais ça permet de consulter les documents organisés dans des dossiers comme on pourrait retrouver dans un explorateur de fichiers classique sur Windows. Donc, pour débuter la première démonstration, notre agent, Serge Nouvea, qui souhaite envoyer un document ou une lettre plutôt en signature, il va donc pouvoir télécharger le modèle, le modifier et le réimporter dans la GED. Il va également pouvoir inclure des annexes de différents types et envoyer le document dans un circuit de signature à valeur probatoire. Alors, Mélina, peut-être avant de démarrer, est-ce que du coup, vous avez déjà peut-être un premier jet de questions sur la façon dont c'est fait du coup, quand on se connecte, on arrive sur l'écran principal, hein, c'est vraiment ce que vous voyez quasiment tout le temps qu'on est connecté au niveau de la GED. On retrouve vraiment les 5 fonctions de base de la partie DocuWare, du coup, effectivement, et il y a un gros focus qui est fait, ça reste une GED, sur le document lui-même, avec une grosse partie sur la partie visionneuse. Est-ce que vous avez déjà des premières questions, des éléments que vous pensiez voir ou pas voir? Oui, simplement sur la partie dossier, en fait, c'est là qu'on aura notre plan de classement en quelque sorte. Oui, tout à fait. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie de l'outil DocuWare. Aujourd'hui, donc Mélina le rappelait, hein, DocuWare existe depuis pas mal de temps et a fait beaucoup de parallèles pour améliorer la transition justement digitale avec ces notions de bac qui ressemblaient vraiment au bac qu'on peut retrouver sur les bureaux pour pouvoir justement les traiter, les classer et les ranger au niveau des armoires. Du coup, on va retrouver un peu toutes ces notions-là au niveau de DocuWare. Et j'ai oublié où je voulais en venir. Et oui, les dossiers, voilà. Et au niveau des dossiers, il faut comprendre que les dossiers dans DocuWare ne sont pas des dossiers physiques comme on pourrait retrouver dans un explorateur de fichiers, enfin l'explorateur de Windows que vous pouvez avoir. Mais on est vraiment sur des vues dossiers de votre fond documentaire. Ce qui fait que vous pouvez avoir des classements de dossiers qui sont complètement différents en fonction des typologies d'usage de ces mêmes documents qui peuvent être attribués justement à différents profils. Un comptable va peut-être préférer voir des éléments de facture en fonction de l'année, là où un commercial va essayer de l'avoir par client.
Voilà, c'est typiquement le genre de choses que permet la gêne DocuWare. Mais ça nécessite une petite gymnastique d'esprit, dans le sens où toutes les métadonnées doivent être stockées sur le document, qui permet justement d'avoir ces vues dynamiques. D'accord. Voilà. Ok. Et en termes de stockage, c'est uniquement dans le cloud? En termes de stockage, aujourd'hui, si vous prenez l'option, si on part sur le cloud, oui, aujourd'hui, on sera sur. Alors, DocuWare aujourd'hui est partenaire avec Microsoft. On est plutôt on est dans la partie Azure. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de choix présenté sur des stockages différents au niveau de la partie cloud. Après, cet outil DocuWare est aussi disponible si vous voulez l'installer chez vous, c'est possible. Il faudra mettre à disposition des serveurs et tous les éléments de stockage associés sur ces parties-là. Dans les premières discussions qu'on avait, on était plutôt orienté sur les aspects cloud. Et du coup, ça veut dire que les données vont être stockées dans le cloud Azure. Ok. Donc, comme je l'expliquais, notre objectif ici va être de mettre en signature un courrier dont on aura récupéré le modèle auparavant. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça rapidement. Donc, on peut retrouver notre modèle de lettres aussi bien dans les dossiers que dans la recherche, que dans les listes. Donc, si on va dans les modèles de documents, on voit notre courrier assigné. Donc, on peut le parcourir, voir un petit peu à quoi il ressemble, mais surtout, on peut le télécharger. Donc, on peut le télécharger soit en PDF, soit au format d'origine. L'idée ici étant de le modifier, donc on va le télécharger au format d'origine. Je vais pouvoir donc... Pardon, je ne retrouve pas ma fenêtre. Bon. Elle s'est cachée. Oui. Donc, vous voyez ici ma petite fenêtre dans le bas. Mais... Fais un clic droit sur le... Non. Là, tu mets ta souris dessus. Ouais. Là, est-ce que tu as un clic droit à agrandir, par exemple? Quelque chose comme ça. Voilà, agrandir et pas Ok, le déplacer. Top. Voilà. Donc, mon courrier, je l'ai récupéré. Donc, on peut le modifier à notre convenance. Donc, mon prénom, aujourd'hui, je m'appelle Serge Nouvea. Et je peux également, voilà, un objet. Et voilà. Donc, je peux maintenant sauvegarder mon document et le remettre. Hop, je retourne dans mon bac. Je peux maintenant, avec un simple glisser-déposer, réimporter mon document dans mon bac. Donc, on peut voir les modifications que j'ai réalisées. Je vais également importer des annexes. Donc, les annexes, comme vous pouvez le voir avec les petites icônes, ici, il y a un Excel et un PowerPoint. Et donc, je vais maintenant pouvoir les sélectionner dans l'ordre dans lequel je souhaite les attacher. Et avec un simple clic droit attaché, hop, il se retrouve en un unique document que je peux parcourir, pareil, très simplement. Donc, ce courrier, je peux maintenant l'envoyer en circuit de validation, en le stockant et en saisissant notamment les informations qui vont permettre son indexation. Et je peux notamment sélectionner les informations dans mon document directement à l'aide d'un lasso. Voilà. Et donc, je remplis mon objet et l'email d'un destinataire. Donc, je vais mettre mon adresse mail pour simplifier ça, mais dans l'idée, il peut être reçu par n'importe qui. Voilà. Donc, je stocke mon document. Ici, j'ai une liste qui permet de voir mes documents en attente de signature. Donc, on retrouve le courrier avec les informations que j'ai saisies. Et maintenant, avant d'arriver au président qui effectuera une signature finale, je vais pouvoir le valider avec d'autres utilisateurs. Donc, par exemple, il doit passer par le DGS. Donc,
que j'ai nommée Christina Lopez, parce que voilà, pourquoi pas. Mhm. Et donc, elle a un onglet tâches où on voit qu'il y a une petite notification. Et donc, elle a sa tâche. On peut également lui donner des consignes concernant sa tâche au besoin. Elle peut parcourir le document, voir un petit peu si tout lui convient et elle peut refuser avec un avis ou le valider. Pour le bien de notre démonstration, on va le valider. Voilà. Donc, le temps que le document soit envoyé en signature au président, je vais me reconnecter avec mon agent rapidement. Ouais, je vais pendant ce temps-là, Mélina. Du coup, effectivement, Eric nous avait envoyé un scénario avec beaucoup de valideurs pour le bien de la démo, pour éviter de se connecter, déconnecter, reconnecter, etc. On a quand même simplifié à voilà, une étape de validation et une D'accord. étape de mise en signature. Donc, on a un peu D'accord. simplifié pour que ce soit plus simple. Mais voilà, c'est le point essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, on peut effectivement mettre plusieurs étapes sans problème sur le sujet. J'ai une question, je peux? Oui, bien sûr. En fait, c'est dans l'exemple là de process qu'on nous montre, j'ai pas compris pourquoi on stocke le fichier une fois qu'on l'a soumis à un circuit de validation. Quel est l'intérêt? À un moment donné, vous l'avez mis pour validation, ensuite j'ai vu stocker. Alors, on l'a stocké et ensuite, il va s'envoyer automatiquement en validation. C'est l'action de stocker qui l'envoie en validation. Et donc, voilà. Effectivement, Ah d'accord, donc c'est l'action de stocker qui déclenche le circuit de validation. C'est ça? C'est bien ça. c'est ça. En fait, la notion de bac, on est vraiment, on va retrouver tous les documents qui veulent être intégrés au niveau de la GED. On a des bacs personnels, on a des bacs de service. Et l'idée, c'est justement de pouvoir stocker ces documents au niveau de la GED. Et on a différents types de formulaires pour ça. Et là, on en a créé un, justement, qui permet d'envoyer un contrat en signature directement. Ou un Super. Voilà, donc une fois que le document a parcouru son cycle de validation, on peut voir qu'il est en attente de signature. Et donc, je suis désormais présidente de l'université et j'ai donc reçu un mail me demandant la signature d'un document. On peut modifier les informations qu'on souhaite envoyer pour préciser un petit peu ce qui est attendu. Et donc, je vais pouvoir examiner le document. Et donc, DocuSign permet de réaliser une signature à valeur probatoire. Je vais donc envoyer un SMS pour m'assurer de l'identité de la personne qui a reçu le mail. Hop. Voilà, donc là, c'est un code que j'ai reçu par SMS. Et une fois que j'ai validé mon identité, hop, j'accepte. Et donc, je peux parcourir le document de la même façon qu'auparavant. Et enfin, je peux signer à l'endroit désigné. Donc, je peux signer soit avec un nom, un prénom, ce genre de choses, soit je signe avec une signature manuscrite. Voilà. D'accord. Donc, je peux simplement signer, terminer. Et voilà, le document est signé et envoyé. Donc, je peux fermer ça. Normalement, je vais recevoir un mail de confirmation comme quoi mon document a bien été signé. Hop. Voilà. Ce document a été complété. Et maintenant, bon, ça met un petit peu de temps à se rafraîchir, mais dans l'idée, ce document est signé et va pouvoir être envoyé au destinataire qu'on a décidé. Voilà. On voit que le document a disparu de cette liste puisqu'il a changé de statut. Donc maintenant, le retrouver ici. Et bon, hop, si je parcours un petit peu les informations, c'est pas le statut de révision qui m'intéresse ici, c'est le statut de signature. Hop, voilà, le document est signé. Et donc, normalement. Dans le cadre de la démonstration, là, ce que vous voyez là, c'est bien une intégration entre DocuWare et DocuSign qui permet justement d'avoir une signature à valeur probatoire. Ok. Et donc voilà, en tant que destinataire, j'ai reçu le courrier qui est bel et bien signé avec toutes ses annexes. Ok. Et dans le dossier, comment je le retrouve, ce document? Dans les dossiers, alors,
Comme vous pouvez voir, avant, il n'y avait qu'un modèle de lettre. Et ici, il y a un nouveau type qui est apparu, donc le courrier. 2 statuts signés et envoyés. Donc ici, voilà, il n'y a pas encore grand-chose, mais dans l'idée, je peux soit le retrouver avec le dossier, soit avec les listes. En l'occurrence, là, je n'ai pas créé de liste exprès, mais c'est une possibilité. Et on peut également le retrouver dans la recherche. Donc, par exemple, si je recherche les types de documents courrier, hop, voilà, je le retrouve ici. Et, bon, Ouais. une fois qu'il a été indexé, le retrouver, c'est particulièrement simple. Et donc, vous aviez parlé d'un bordereau parapheur, et donc, dans notre cas, on peut consulter un historique, surtout. Donc, si les activités automatiques, voilà, on peut voir toutes les activités qui ont été effectuées avec la date et l'heure à laquelle elles ont été effectuées. Et on peut voir que, par exemple, le DGS qui a validé, c'est Christina Lopez. Ok. Et on peut voir à qui a été envoyé le document. Voilà, on peut voir tout ce genre de choses. Eh bien, Mélina, je te propose qu'on avance peut-être sur la deuxième démonstration. Donc, cette deuxième démonstration concerne la création de formulaires. Donc, on va voir un petit peu les fonctionnalités que propose Docua vis-à-vis des formulaires, donc notamment des formulaires pour réserver des salles. Donc, pareil, on peut les retrouver dans nos formulaires où on peut avoir des liens stockés quelque part, n'importe qui peut y accéder, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui paramètre ça. Donc, c'est un formulaire recréé rapidement, vous voyez qu'il manque des informations, mais on en retrouve quand même pas mal. On peut notamment retrouver des informations, des informations graphiques de l'Université de Mayotte, on peut changer pas mal de choses. Et donc, on a toutes les informations, et bon, pour cette démonstration, on ne va pas tout remplir, mais dans l'idée, on n'est pas limité en nombre de champs. Non. Hop. Voilà. Donc, on a tout plein de champs qu'on peut remplir. Pareil ici. Et ce qui nous intéresse ici, notamment, c'est les masques de saisie. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un exemple de numéro de portable. Et donc, si on saisit quelque chose qui n'a pas un plus devant, on a un message d'erreur qui nous indique comment remplir la case, enfin comment remplir ce champ. Et donc, ça permet d'éviter des erreurs plutôt dommages dans une GED. C'est quand même sympa de pouvoir faire des recherches sur... Enfin, ça assure une certaine cohérence des données et ça évite des erreurs. Donc, voilà. Donc là, on peut saisir un numéro qui ressemble à l'exemple. Donc, là. Et on a le même principe sur l'adresse mail. Elle doit forcément respecter le format classique d'une adresse mail. Et voilà. Et on peut ensuite, par exemple, pour les espaces souhaités, on peut en saisir autant qu'on veut. Et donc, vous voyez ici des champs qu'on ne peut pas remplir. Ils sont liés à d'autres champs. Donc, par exemple, si je veux sélectionner des salles de cours, je dois obligatoirement, comme l'indique l'astérisque ici, je dois obligatoirement saisir un nombre. Pareil pour le parking. Voilà, donc c'est... Et donc, voilà. Comme vous pouvez voir également, on peut inclure des liens, ajouter l'information. Enfin, c'est vraiment très, très paramétrable comme formulaire. Donc, je vais valider ce formulaire. Et pour le bien de la démonstration, je vais en remplir un deuxième très rapidement. Là. Je fais ça vite. Non, du coup, ça ne correspond pas. Voilà. Et cette fois, et voilà. Donc, pareil, vous aviez demandé un circuit de validation. Donc, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités permises par ce circuit. Donc, tout d'abord, je vais me connecter en tant que DSI. Hop. Donc, pareil que tout à l'heure, il a accès à des tâches de vérification. On voit la date à laquelle ça a été reçu. Et on voit ici nos deux formulaires. Donc, dans le premier cas, je vais l'accepter et on peut accepter avec une boîte de dialogue ou avec un tampon. Donc, le tampon, je peux le placer n'importe où sur le document. Et on voit donc que j'ai validé à telle date, que le document a été validé à telle date par telle personne. Donc, le second, je vais le refuser de la même façon avec un tampon, et il nous faut obligatoirement une raison de refus. Hop.
Et voilà, donc je le place sur le document. Et donc, deuxième étape de validation, je vais me connecter avec Christina Lopez, qui, du coup, n'a reçu qu'un seul document à valider, celui qui a été validé à l'étape précédente. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette démonstration, le retour en arrière pour corriger des erreurs n'a pas été mis en place, mais c'est quelque chose de totalement faisable avec DocuWare. Les workflows sont très... Enfin, il est vraiment possible de faire beaucoup de choses. Donc, on peut demander une vérification des données, on peut demander une modification si le document a été refusé. Il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes avec. Et donc, ici, comme je vous l'ai expliqué, on peut valider et refuser avec un tampon, mais on peut également, du coup, avec une boîte de dialogue, comme je vais le faire ici. Et donc, cette boîte de dialogue aura quand même placé un tampon sur le document. Donc, je vais maintenant me reconnecter avec mon agent. Mhm. Et donc, voilà, les demandes de réservation, on peut voir qu'elles ont un numéro automatique et que celle-ci a été refusée et celle-ci validée. Et donc, comme je disais, les cadres apparaissent sur le document, peu importe la façon dont on valide ou refuse la chose. Et ici, on peut voir raison du refus, manque d'information. Et donc, pareil, si on parcourt les données du document, on peut trouver les raisons, manque d'information ici. Et donc, de la même façon que précédemment, on peut aller voir dans l'historique ce qui s'est passé. Donc, vérification par le DSI qui a validé, pareil pour le DGS. Et voilà. Le formulaire est réalisable, je dirais, assez facilement par un utilisateur ou c'est un administrateur qui doit le construire préalablement? Comment se construit le formulaire en fait? Qui peut le construire et est-ce qu'il peut se faire facilement? En fait, c'est très complet. Peut-être tu peux déplacer l'écran ici. Ici, vous avez typiquement justement Voilà. tous les éléments possibles. Ok. Au niveau des typologies, mais du coup, voilà, on a bien des éléments de signature, on peut y joindre des documents qui vont apparaître plutôt comme annexes ou des documents qui sont déjà pré-agrafés quelque part par rapport au formulaire. Ce qu'on a vu, mais qui n'a pas été dit aussi, c'est que là, on design un formulaire. Par contre, ce qu'on voit derrière, c'est que le formulaire apparaît sous forme de fichier. Et en fait, ça, c'est une fonction qui est disponible nativement dans DocuWare. C'est en fait, on va traduire tout le formulaire sous un format PDF qui, lui, va être gardé et tracé pour la suite de son cycle de vie. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous montrer voilà, comment ça se construit par glisser-déposer. Donc, j'ai compris, c'est ça, vous glissez une. D'accord. Et donc, on peut rajouter des images si on le souhaite. D'accord. Voilà, de la numérotation automatique, on peut mettre des espaces, on peut rajouter des textes, des textes à saisir monoligne ou multiligne. Okay. Ensuite, voilà, ça se fait très bien. Alors, on peut aussi valider les informations saisies. Okay. On peut rendre obligatoire des choses selon d'autres champs. Tout ce genre de choses est possible. Ok. C'est exactement ça. Et on peut y rajouter des calculs automatiques. Typiquement, je ne sais pas si on rentre, on fait des formulaires de congé, par exemple, on va rentrer les différentes dates. En termes de calcul automatique, on peut dire ça représente 3 jours, 5 jours de congé, des choses comme ça. D'accord. Ok. Donc là, vous êtes dans l'envers du décor, effectivement. Oui, justement, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est ce qui m'intéresse aussi de voir l'ergonomie de l'outil et de voir qu'effectivement, tout agent peut construire son formulaire. Alors, tout agent, effectivement, peut dessiner les grandes lignes, en tout cas. On voit ensuite que voilà, il y a différents onglets entre l'envoi, les résultats, l'indexation, ensuite les autorisations, qui a le droit d'utiliser ce formulaire, etc. Je ne veux pas forcément préconiser que tout le monde puisse le faire. Je pense qu'il faut centraliser ça quand même au niveau de personnes qui maîtrisent l'outil. Mais en soi, oui,
la notion de citizen développeur dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement, on est sur du no-code, on est sur des glissés-déposés avec du paramétrage. Du coup, quelqu'un qui a une formation peut le faire sans problème. D'accord. Oui, c'est très accessible en fait. Hein. C'est Oui. Ouais. D'accord. Alors peut-être que j'empiète sur la prochaine démo, mais donc est-ce qu'on a la possibilité de faire un type de formulaire aussi avec récupération de données dans un fichier XLS ou CSV ou que sais-je, par exemple hein. Alors effectivement, c'est le sujet de la démo juste après. Bon ben voilà, bonne transition. Très bonne transition. Merci. Du coup, Mélina, vraiment la démo numéro 3. Ok. Très bien. Donc, j'en ai trop. Voilà, donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est de remplir un formulaire. Donc, on a pris un autre formulaire qui est la fréquentation de bibliothèque. Donc là, Ouais. j'ai pu le cliquer pour le faire. Mais voilà, hop, attendez, je l'ai aussi mis dans mon bloc-notes. Donc, vraiment, il peut être n'importe où, ce lien. Et j'ai juste... Et voilà. Donc, ce formulaire, pareil, hein, on peut le modifier, tout ce qu'on a vu. Donc, on peut le remplir. Et ce que je trouve intéressant ici, et que je ne vous ai pas présenté juste avant, c'est filière d'études. Donc, si on choisit la licence, on retrouve toutes ces possibilités. En revanche, si on choisit le diplôme universitaire, on ne retrouve que ce qui correspond au diplôme universitaire. Donc, on peut lire des champs de cette façon aussi. Donc, hop, voilà, je vais le remplir. Donc, de la même façon, on peut saisir plusieurs infos ici. On en sélectionne un, on retrouve la même chose. Et voilà. Donc, les formulaires, voilà, les enquêtes de fréquentation. Donc, de la même façon, on retrouve toutes les informations ici. On le retrouve en PDF. Et donc, les informations de type case à cocher, ici, elles sont traduites en simple oui ou non. Et donc, ensuite, pour l'exportation, on a deux choix. Donc, premièrement, on peut simplement, donc ici, même si on avait plusieurs documents, on peut simplement faire un clic droit et exporter vers fichier CSV. On peut exporter une liste complète ou seulement une page. On choisit notre type de codage, tout ce qu'il faut. Okay. On exporte. On obtient bien, comme vous voyez ici, un CSV avec la date et voilà, la date. Et donc, c'est très simple, ça fonctionne bien, mais on peut également le faire avec une application de bureau. Hop. Pardon. Voilà. Donc, j'attends que ça s'ouvre rapidement. Et voilà. Donc, ici, c'est une configuration qui est déjà préfaite. Et je peux choisir l'endroit où je veux le stocker. Et j'exporte simplement avec des configurations qui sont déjà faites. Et donc, de la même façon, j'obtiens, ici, voilà, le document. Bon. Comme vous voyez, c'est bien un CSV. Et voilà. Donc, on a deux choix. Et l'avantage de cette exportation-là, c'est qu'on peut choisir les séparateurs du CSV selon, parce qu'il me semble que certains utilisent la virgule, d'autres les points-virgules. Donc, selon la configuration choisie, on peut changer ce genre de choses. Et on peut également, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut également planifier l'exportation selon des dates précises ou selon un certain calendrier. D'accord. C'est possible de revoir le fichier CSV Bien sûr. Juste pour voir un peu, ok. Donc là, oui, on est sur l'export des données. Alors là, il faudrait l'ouvrir avec un Excel pour que ce soit peut-être un peu plus, on va dire, lisible, où vous puissiez faire vos analyses sur ces données-là. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu là? On est de nouveau sur on va dire des formulaires, encore une fois accessibles, qui peuvent être mis directement depuis, je sais pas, un QR code, que vous pouvez mettre à l'entrée de la bibliothèque, par exemple, et les gens peuvent scanner le QR code et aller directement sur l'enquête de satisfaction. On peut retrouver des liens qui sont accessibles depuis votre site web, etc. Donc ça, ce sont des formulaires qui sont dits publics, voilà, où il n'y a pas besoin d'authentification de QR pour pouvoir les remplir. On peut effectivement enclencher sur la partie de la démo numéro 4, il est déjà 12h10, du coup, on va accélérer un petit peu. Alors, pour la démo numéro 4, ça concerne donc l'indexation automatique de documents. Donc, ce n'est pas dans le même ordre que ce que vous nous aviez fourni, mais c'est un ordre qui fera plus de sens après. Donc,
L'idée ici, c'est de classer et d'auto-indexer des documents scannés. Donc ça permet l'auto-indexation et notamment le nommage automatique des documents. Et vous allez voir, c'est également possible de découper des documents. Donc, toujours avec mon agent, j'ai sur mon explorateur Windows, j'ai un dossier qui s'appelle importation de documents. Et donc dedans, je peux importer des choses. Et donc ce que je vais vous montrer là, ça fonctionne exactement de la même façon quand on scanne un document. C'est exactement pareil, simplement je n'avais pas accès à un scanner tout de suite. Donc, voilà, vous pouvez voir, les documents ont disparu. Alors, ils n'ont pas disparu, c'est qu'ils sont entrés en GED. Donc, dans mon bac, alors c'est le temps qu'ils arrivent, ça prend un petit peu de temps, mais ici, normalement, là, excusez-moi, voilà, les documents arrivent, ça a pris un petit peu de temps, et donc ce que vous ne voyez pas sur cet écran, c'est ici, en fait, j'ai eu des petits pop-up sur mon ordinateur m'indiquant que les documents avaient été traités. Et donc, comme vous pouvez voir, ils sont apparus dans ma boîte de réception. OK. Et donc, je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué également, voilà, donc les documents ici, convention de stage Sophia Boston, donc il a été renommé automatiquement par rapport à ce qui était présent ici. Voilà, convention de stage SB, il a été renommé automatiquement en type de document avec nom-prénom. Et donc ça, pareil, c'est paramétrable selon les informations que vous allez voir apparaître. Et donc, si je souhaite maintenant stocker donc mes documents, je vais stocker un arrêt maladie et une convention de stage. Je les stocke dans les documents personnels et comme vous pouvez le voir, ils sont déjà pré-indexés. Donc, on a le type du document, le nom, le prénom qui ont été extraits du document, l'adresse mail, le numéro de portable. Voilà, on a la date de création et il est également possible ici de modifier le nom du document au besoin. Donc, on peut le sélectionner sur le document si on souhaite. Voilà, on peut le stocker et il sera renommé. De la même façon ici, les informations ont été extraites de l'arrêt de travail. Voilà, donc vous pouvez peut-être les voir ici. On a un numéro de téléphone, un nom, un prénom. De la même façon, je le stocke. Et donc, ah oui, pardon, je vais vous stocker celui-là pour vous montrer. Si je le renomme, puisque vous pouvez me croire, mais je peux aussi vous le montrer. Hop, si je recherche dans mes documents personnels, le document a bien été renommé. Comme vous pouvez le voir ici. OK. Donc ça, c'est une façon de faire. On peut importer directement dans notre explorateur Windows. On peut également, si on le souhaite, donc on retourne dans notre bac et on sélectionne un bac particulier qui va permettre l'auto-indexation, notamment des factures. Donc ici, je vais pouvoir importer des factures par simple glisser-déposer. Et comme vous voyez, il y a un travail qui s'effectue. Vous voyez que ça charge. Ouais. Et donc, si on attend un petit peu, ça arrive, ça arrive. Ça prend son temps. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on voit déjà des éléments d'indexation. Et donc, si on l'ouvre et qu'on souhaite, par exemple, le stocker, on peut voir qu'ici, le stockage qui est relié, on le trouve avec un petit icône à côté. Et donc, pareillement, vous pouvez voir qu'il a déjà été pré-rempli. Et donc, on peut voir notamment d'où les informations ont été extraites. Et on a notamment un tableau qu'on retrouve dans les factures qui a été automatiquement rempli. OK. Et donc, voilà, on peut stocker celui-là et on voit que c'est la même chose. Pour le second, tout s'est rempli automatiquement. Donc, il y a juste à vérifier les informations avant de valider le stockage. Voilà. Super. Et donc ça nécessite d'identifier dans le document préalablement des champs d'indexation qui remonteront donc dans les tableaux que vous nous avez montrés, c'est ça? Alors, il y a un mapping à faire. Donc, il y a quelques petites choses à configurer avant. Et ensuite, une fois qu'on sélectionne un document, qu'on souhaite stocker un document pour la première fois, je vais vous montrer. Donc, les autres, on lui indique où les trouver. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Quand on stockera des documents qui ressembleront, il les trouvera automatiquement. Donc ça, c'est un travail que j'ai déjà effectué au préalable. Mais par exemple, pour la première fois où vous stockez un tableau,
Voilà, donc votre tableau sera vide et vous aurez simplement à créer une ligne. Donc, vous sélectionnez toutes les informations directement sur le document, c'est important, que vous souhaitez stocker. Hop, et voilà. Et ensuite, on peut simplement, en un clic, remplir le tableau automatiquement et il trouve tout seul les colonnes à mapper après. Ouais, ok. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Donc là, effectivement, il y a, la question, il y a les deux réponses possibles, hein. Aujourd'hui, on a des documents sur lesquels on va dire, paramétrer des modèles, sur lesquels on va dire, on va les reconnaître parce qu'il y a tel point d'ancrage, il y aura tel texte à tel niveau, on va reconnaître, on va extraire les éléments parce qu'ils sont positionnés à tel endroit. Tout ça, ça existe déjà côté DocuWare. Donc là, on est vraiment sur un document structuré et on va dire paramétrer l'ensemble des éléments qui seront, on va dire, déjà pré-câblés. Et on a cette deuxième façon de faire présentée par Mélina sur ce qu'on appelle l'intelligent indexing. Donc, c'est lié à des notions d'intelligence artificielle qui vont venir justement étudier, on va dire, et apprendre autour du document pour pouvoir récupérer des informations en automatique. Ok. Et après, tout dépend de vos cas d'usage. Donc là, ce que Mélina a démontré là pour l'instant, c'est effectivement la partie où import de documents à partir d'un dossier, ou alors c'est pas démontré directement, mais ça peut être par un scan. Il y a une troisième option également qui pourrait être des notions d'imprimante virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut imprimer des documents si vous sortez, je sais pas, des documents de par certains outils de votre récit. Ben, vous pouvez directement imprimer dans DocuWare et ça va être stocké dans DocuWare en direct. Ça, c'est aussi des possibilités. Sur les canaux d'acquisition. Alors, vous ne nous avez pas demandé de démonstration là-dessus, mais sachez qu'on peut également faire des interactions avec votre boîte mail, si vous utilisez Outlook notamment, ou aller récupérer des mails directement par des protocoles IMAP. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et je te laisse continuer. Ouais. Et donc, là, on a l'importation de documents, mais comme vous pouvez le voir, on les a importés dans des bacs, puisque il peut être préférable de valider les informations avant qu'ils soient définitivement stockés. En revanche, on peut également stocker des documents directement dans les bacs, et on va prendre l'exemple des fiches de paie. Donc, par exemple, ici, vous avez plusieurs bulletins de paie les uns à la suite des autres, et on les différencie avec donc les noms des agents. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de la même façon, on peut, hop, je le copie, hop, et je le place ici. Donc, voilà, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un pop-up qui va apparaître sur mon ordinateur m'indiquant que le document a été traité. Voilà, comme quoi il a été divisé en 4 parties. Et donc maintenant, je peux directement rechercher dans mes documents, et comme vous pouvez le voir, il y a un bulletin de paie qui est apparu et qui a directement été assigné à l'agent désigné ici. Ok. Donc, hop, pour que vous puissiez me croire, encore une fois, je vais vous montrer donc, du côté administrateur où j'ai accès à tous les documents. Hop, voilà, tous mes bulletins de paie, mes 4 bulletins de paie sont bien ici et sont bien attribués à la bonne personne. Ok. Donc ça, c'est effectivement un cas d'usage dont on avait parlé la dernière fois, sur lequel effectivement vous avez des bulletins de paye qui sont, on va dire, sur un seul document. Eh bien, par DocuWare, de manière totalement native, on va pouvoir splitter l'ensemble de ces documents et en générer autant que nécessaire pour chacun des agents sur ces parties-là. D'accord. Et donc, génial, parce que ça va répondre vraiment à notre besoin. Comment on distribue ensuite les bulletins de paie aux agents? Par quel moyen? Alors, soit, du coup, ça regroupe avec votre démo où chacun accède uniquement à ses propres documents pour pouvoir ensuite les télécharger et en faire ce qu'il veut. Donc là, c'est pour ça que je voulais montrer qu'un administrateur, comme quoi tous les documents avaient bien été découpés, mais comme vous pouvez le voir, Serge Nouvéa n'accède qu'à son propre bulletin de paie. D'accord, ok. C'est ça. Dans son espace personnel, dans DocuWare. C'est ça. D'accord. Et donc, pareil, il peut, s'il veut, le télécharger, l'imprimer, que sais-je. Ouais, super. Donc voilà, et en termes de notification, du coup, effectivement,
Alors, nous, on va pas forcément préconiser des envois de mails sur chaque document créé ou des choses comme ça, parce que ça peut très vite se transformer en spam. Ça dépend de combien de documents sont générés. Mais il y en a qui sont peut-être un peu plus intéressants à être notifiés. Peut-être des bulletins de paye, effectivement, sont intéressants à être envoyés spécifiquement par mail à chaque utilisateur, comme quoi un nouveau bulletin de paye est arrivé. Du coup, ça, c'est tout à fait possible avec soit des notions on va dire, des configurations qui sont natives dans DocuWare. On va pouvoir dire à la création d'un document de type bulletin de paye, on envoie le document. On envoie un mail avec le lien. Soit on peut effectivement créer des notions de workflow qui vont pouvoir. Les workflows permettent d'aller un peu plus loin dans la construction des corps de mail, etc. Mais en tout cas, on a vraiment la souplesse de se dire ce qu'on veut faire à partir de ça. Très bien. Super. Je te demandais pour les coffres-forts. Les coffres-forts, je ne sais pas si je vous avais demandé une démo. Non, est-ce qu'on peut mettre des documents confidentiels dans un coffre-fort en DocuWare ou c'est séparé? Alors, pour le coup, DocuWare est un des rares éditeurs à avoir la certification coffre-fort numérique. Vous me l'aviez dit. Effectivement, vous pourrez stocker les documents salariés dedans. C'est tout l'intérêt de ces éditeurs et de Stojet, du coup, aussi. Enfin, l'un des intérêts, c'est pas que celui-là, mais du coup, il couvre un large spectre de besoins transverses à l'administration comme la vôtre. D'accord. Oui, donc vous confirmez bien le fait que, donc par exemple, la DGS, si je prends cet exemple-là, pourra avoir accès à toutes les armoires, l'armoire DAF pour les finances, la finance à comptabilité, l'armoire ressources humaines, etc., DSI, etc., sauf les espaces personnels de chaque agent. Oui, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, toutes ces configurations-là sont paramétrables. Il y a un seul compte technique qui, du coup, justement, par défaut, on va dire, on peut ne pas lui donner accès, mais de par son côté super administrateur, peut se donner lui-même accès à certains éléments. Et même si c'était le cas, ces éléments-là seraient tracés en disant Ok. Il y a une journalisation de l'intervention d'administrateur. Ok. Exactement. Ok. D'accord. Merci. Merci à vous. Je pense que la démo sur l'extranet, on va zapper un petit peu. On est un peu sur la même chose, c'est-à-dire que effectivement, pour un extranet, il faut quand même se connecter à DocuWare, du coup un utilisateur type étudiant ou agent qui se connecte ne verrait que ces documents et les éléments qui lui seront affectés. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'on avait dans cette idée, dans cette perspective de faire télécharger aux étudiants. Alors on en a 1751, c'est bon. Leur convention de stage, leur certificat de scolarité, voilà, tous les documents, leurs diplômes, leur relevé de notes, des choses ça c'est personnelles, voilà, mais oui, il y a deux façons de traiter ça, hein. C'est soit effectivement de la diffusion de l'information, effectivement, on envoie un mail en mode postage un peu à tout le monde. Du coup, ça c'est une première façon de traiter. Une deuxième façon, c'est effectivement, on va dire que si l'étudiant a sa boîte mail saturée, qu'il n'a pas pu avoir les éléments, ça permet de pallier à on va dire, ce cas d'usage où il viendrait se connecter au sein de DocuWare pour pouvoir retrouver l'ensemble des documents auxquels il a accès. Mais effectivement, faut se poser la question parce que il faut du coup, gérer un parc de 1700 comptes à attribuer et à gérer en termes d'accès. Ouais. Donc, et en termes de coût, sans doute, on n'a pas encore parlé de coût, mais en termes de coût aussi, je pense que c'est des licences uniques ou des licences flottantes ou... Alors, ça dépend.
en fait, va y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Pour la seule et bonne raison que DocuWare a une offre cloud pour le secteur public, utilisateur illimité. Et donc, du coup, la facturation se fait sur le stockage. D'accord. Ah. Et donc, du coup, en fonction de comment on va avancer ensemble, de si on part bien sur du cloud ou pas, parce que cette offre-là n'existe pas on-prem et ainsi de suite. En fait, en fonction aussi du volume de stockage vous aurez, on verra si c'est plus intéressant, par exemple, d'être sur l'offre utilisateur illimité, d'être facturé au stockage, ou si par exemple il y a beaucoup plus de stockage que d'utilisateurs nommés et que du coup l'autre modèle est intéressant. Donc voilà. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très attractif. Après, c'est le stockage qui va faire la différence. Je me souviens plus dans votre cas si on vous avait demandé combien vous aviez déjà de potentiel teraoctets de stockage. J'ai un doute. Oui, je vous avais dit à peu près, on partait sur 2 Tera, 2 Tera 5, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ouais. Voilà, ok. Voilà. Donc c'est pour le coup l'offre cloud public, c'est quelque chose qui est éprouvé. Hein. Nous, on est en train de finaliser avec un territoire d'outre-mer, hein, justement, mais plutôt un gouvernement. L'implémentation. Nouvelle-Calédonie Polynésie Il y en a deux. Un des deux, pas le premier, un des deux, mais pas le premier. D'accord. C'est pas fait, donc c'est pas officiel. Il y a pas j'ai pas le tampon sur la commande, donc on va pas s'emballer, mais normalement, on est en train de tout finaliser, et donc du jour de QR et avec le cloud public. Donc voilà. Et à ce moment-là, on pourra revenir après la démo. Je reviendrai vers vous avec ce que ça pourrait être du 2 Tera ou 2 Tera et demi. Je préfère pas me prononcer tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'offre cloud public, elle est aussi bien adaptée pour une petite mairie qu'une grosse université comme vous. Et du coup, le prix public, finalement, pour une petite mairie, il n'est pas déconnant dans le sens où ils ont des petits stockages. Dès qu'on arrive sur 2, 3, 4 Tera, le prix paraît très élevé, sauf que dans la pratique, DocuWare va plutôt à ce moment-là revoir le coût de son stockage unitairement pour que ça soit plus adapté à un budget universitaire. Et c'est le cas pour justement le GPF là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous annonce pas le prix public, parce que sinon vous allez juste vous dire c'est cher, et en fait voilà, c'est quelque chose qui sera revu. Donc suite à ça, moi je vais voir avec DocuWare et voir comment on peut commencer je peux vous montrer comme travailler spécifiquement pour le compte de l'UMEI. Voilà, ça aura plus de sens. D'accord. Alors, les fonctionnalités qu'on a vues dans DocuWare, ça fait partie, je dirais, de l'offre de base, ou c'est des modules, des options, des modules en plus, ou tout ça fait partie de l'offre de base de DocuWare, en fait? Sur l'offre cloud public, tout est inclus. D'accord, tout est. Voilà. Okay. Par contre, effectivement, je crois que sur les offres cloud pro, dans les offres cloud, je crois que tout est inclus. C'est sur la version on-premise, donc pour des installations dans vos data centers, où là, effectivement, alors la solution de couvre peut-être 80 ou 90% d'un scope classique, et en fonction des usages, peut y avoir certains modules complémentaires nécessaires. Là où sur la version cloud, tout y est. Donc voilà. Ok. Donc, je vais me connecter en tant qu'archiviste. Je suis désolée, je ne vous ai pas nommé comme vous, mais c'est bon. Voilà. Okay. Donc, en tant qu'archiviste, donc là, j'ai accès aux documents de tout le monde, ce qui n'est pas normalement forcément le cas, mais pour la démonstration, ça fera l'affaire. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les dates de fin de DUC et de DUA. Donc ici, elles ont été attribuées arbitrairement dans le cadre de la démo, mais elles sont configurables et calculées automatiquement selon d'autres informations, enfin selon le type de document notamment. D'accord. Donc, je vais tricher un petit peu et je vais changer les dates de certains documents. Voilà, donc ne regardez pas. Voilà, on va mettre la date actuelle. Et pareil pour les autres, on va mettre la date actuelle. Donc voilà, la fin de DUC, c'est aujourd'hui. Et donc, je vais lancer un
une configuration, enfin plutôt, comment dire, je vais les faire avancer dans leur cycle de vie puisque leur fin de DUC est aujourd'hui. Donc là, je vais lancer manuellement, mais c'est quelque chose qui est paramétrable. Et donc, ils vont basculer dans l'archivage intermédiaire. Et à partir de ce moment-là, ils ne seront plus accessibles aux utilisateurs courants. Donc, ça travaille, ça arrive, et voilà. Et donc, tous les documents qui sont ici ne sont plus accessibles aux autres utilisateurs. Et donc, après, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne de la même façon pour la fin d'utilité d'archivage, d'administration, non, fin d'utilité administrative. Voilà, c'est bien ça. Donc, pareil, ça se lance rapidement. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, dans l'idée, c'est le genre de choses qui peut être planifié. Selon les dates, il peut y avoir des rappels aux besoins selon ce que vous souhaitez. Et donc, hop, ils ne sont plus ici, mais ils sont arrivés dans « À archiver ». Et ensuite, vous avez donc le choix. Enfin, c'est à vous de déterminer ce que vous souhaitez faire de vos documents. Donc, imaginons que ce document, je peux manuellement choisir de le supprimer en mettant un tampon qui n'apparaîtra pas sur le document, mais c'est plus pour le fonctionnement. Hop, voilà. Et je peux également, si je le souhaite, faire une recherche et directement changer les index de tous les documents de ma recherche pour dire qu'ils sont à supprimer ou non. Donc, attendez. Voilà, je vais donc sélectionner mes documents, modifier. Donc, ce n'est pas forcément la plus jolie des façons de faire. Donc, on peut généralement effectuer une recherche sur les bulletins de paie dont le statut est archivé. Hop. Voilà, donc on retrouve nos documents et ici, on peut simplement modifier les entrées d'index de tous les documents et on peut choisir donc le statut. Non, pas le statut du document, si. Hop. Attention, oui. Voilà. Donc, pareil, ils ont disparu ici. Et donc, dans les documents, on peut voir que tous les statuts, les statuts des documents que j'ai modifiés ont bien été modifiés. Et donc, ensuite, je peux, si je le souhaite, lancer une politique de suppression qui va supprimer automatiquement tous les documents qui ont été décidés comme étant à supprimer. Donc, encore une fois, ça peut se lancer manuellement, ça peut être paramétré au choix. Et ensuite, donc pour l'exportation, malheureusement, on ne peut pas vous le démontrer aujourd'hui, mais comme Olivier vous expliquait, il y a un module qui pourrait vous intéresser. Exactement. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer dans la GED les documents à archiver, à conserver, pour pouvoir, du coup, en faire ce qu'on appelle un SIP. Et c'est ce SIP-là que je verserai sur la plateforme d'archivage électronique. Exactement. Et donc, vous allez. Aujourd'hui, dans le cadre de la démo, on n'a pas une politique, on va dire, de sort automatique, parce que peut-être on pourrait débattre sur des règles à mettre en place là-dessus. Mais l'idée, c'est bien que vous avez un statut du document qui vous permettra justement de retrouver facilement les documents qui sont exportés, les documents qui ont été exportés et qui, du coup, doivent être supprimés dans un deuxième temps. Enfin, voilà, on a un peu toutes ces gestions-là. Ce qu'on n'a pas fait figurer forcément ici, et là on a plutôt joué au niveau des notions de droit, c'est-à-dire qu'à la fin de la DUC, on se dit que les agents n'ont plus forcément utilité de ces documents-là. Du coup, ça ne sert à rien de les encombrer avec ces documents. On les a, on va dire, on a retiré l'habilitation en fonction de cette valeur sur le statut du document et ton cycle d'archivage. Finalement, on va pouvoir cacher des informations. Ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire serait carrément de créer une armoire dédiée pour les archives et donc de déplacer les documents vers une armoire d'archives. Voilà, ça, c'est une autre façon de traiter. Et tout ça, c'est possible et tout ça, c'est natif. D'accord. Alors, il en restait une dernière sur laquelle vous demandiez justement des éléments de statistiques d'utilisation. Statistiques, voilà. Oui, c'est ça. La partie GED. Oui.
Aujourd'hui, je dirais malheureusement et notamment sur les aspects cloud, on n'a pas d'éléments, on va dire propres à part justement utiliser ces notions d'export, par exemple, comme on l'a vu sur la partie utilisation, enfin le statistique pour la bibliothèque. Donc on va pouvoir exporter ces données-là et vous allez pouvoir les traiter par ailleurs. Mais pour l'instant, dans l'OQR, on n'a pas nativement d'outils de reporting qui vous permettent de faire ça. Donc vous pouvez passer par la recherche, filtrer les éléments, mais il va falloir les exporter pour pouvoir faire des statistiques sur ces éléments-là. Il y a chez nos confrères des modules additionnels de côté analytics qui permettent d'utiliser les API d'OQR pour pouvoir faire d'autres choses. Mais pour l'instant, on n'a pas creusé plus le sujet que ça. En tout cas, nativement, voilà, on n'a malheureusement pas d'option là-dessus à vous démontrer. D'accord. Et en termes d'API, c'est-à-dire connecter éventuellement des logiciels métiers pour une remontée d'informations, pour un pilotage de l'activité, on va dire. Du coup, toutes les informations sont APIisées, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez côté IHM, au final, sont directement requêtables au niveau des API. Donc, si vous avez une intégration ici qui vient consommer les API d'OQR, c'est tout à fait possible. Et du coup, sont disponibles en ligne également. Sur les aspects cloud aussi, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ces plateformes-là, mais c'est compatible avec Make. Du coup, il y a un connecteur au niveau d'une plateforme d'échange qui s'appelle Make, sur lequel il y a un connecteur d'OQR, et vous pouvez faire du coup s'interconnecter différents éléments dont les connecteurs sont disponibles au niveau de Make. Voilà. Donc ça permet pas mal de choses. Il y a des connecteurs sur étagère avec des ERP type Sage c'est ça. ou SAP ou enfin voilà, ou d'autres choses. Là, il y a des choses sur étagère, mais là il faut qu'on discute un peu plus de vos cas d'usage pour savoir lequel qu'est-ce qui correspond le mieux. Voilà, sur des parties d'IHM également, vous pouvez il y a des intégrations qui sont très simples à utiliser, c'est ce qu'ils appellent côté d'OQR, la notion de smart. Donc il y a du Smart Connect ou du Smart. Le deuxième, c'est quoi? Je ne sais plus. L'idée, c'est si vous avez une autre application, avec cet outil-là, on va pouvoir peut-être rajouter un bouton qui n'a rien à voir avec l'application et qui est possible grâce à l'utilisation d'OQR Desktop. Et par exemple, vous êtes justement dans votre outil de gestion, je sais pas, des comptes des étudiants qui va être traité dans un autre outil à part. Et là, avec Smart Connect, on peut venir récupérer des informations sur les éléments visuels que vous avez et venir ajouter un bouton à la volée qui n'a rien à voir. Et quand on clique dessus, ça va ouvrir, par exemple, une recherche de l'ensemble des documents qui sont liés à cet étudiant. Voilà. Ça, c'est le type d'intégration qui sont possibles aussi avec DocuWare, voilà, sans aucune intégration SI à faire à proprement parler, juste de la configuration DocuWare. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mais ça, voilà, tout dépend des outils que vous utilisez. On utilise Pégase, essentiellement Pégase pour le suivi pédagogique, administratif et pédagogique des étudiants. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui est édité par un consortium PC School qui regroupe l'AMU, qui est l'association de mutualisation universitaire, et Cocktail, qui est un éditeur de logiciels pour les universités. Alors, Cocktail, ça me parle, on l'a déjà creusé. Ouais. Ouais, Cocktail Et après, pour nos finances et nos RH, c'est la suite Cocktail que l'on a. D'accord. Cocktail est utilisé par le PFL, Lucas, je crois.
Ça doit être là, donc du coup, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est un de nos clients également. Du coup, c'est peut-être dans ce contexte-là, je sais plus, je regarderai. C'est peut-être raison. Je me souviens plus, je l'ai vu cocktail. Wow. Mais en tout cas, voilà. Il y a différentes possibilités, mais là, il faudra creuser un peu plus pour voir quelle est la meilleure stratégie de réponse là-dessus. Et vous, de votre côté, vous voyez comment la suite? Eh bien, est-ce qu'on pourrait avoir, parce que le président souhaiterait, je crois que je vous l'avais dit, des éléments de coût, peu ou prou. Oui. Alors, du coup, je pars sur 2 Tera et demi. Oui. Voilà. Pour ce qui est du mise en œuvre, pour l'instant, je suis pas, Olivier, je suis pas sûr qu'on soit en capacité, ou est-ce qu'il y a éventuellement, il faudrait organiser un petit call pour peut-être, ou une liste de questions pour pouvoir proposer quelque chose de macroscopique. Parce qu'il y a l'abonnement, mais il y a aussi le coût service associé pour la mise en œuvre. On pourrait estimer un volant de jour projet, mais voilà, ce sera pas à prendre. Ce sera, on va dire, affiné en fonction de jusqu'où on veut aller dans certains aspects. Mais on peut prendre certaines hypothèses et donner un volant de jour associé, ce qui permettrait déjà d'avoir une macro-estimation des coûts. Mais je sais que vous vouliez le faire en 2 étapes. Une première sur toute une phase, on va dire, d'études avec la cartographie des processus, etc. Et effectivement, la mise en œuvre va être très dépendante de ça pour savoir ce qu'on veut mettre en œuvre. Typiquement, dans quel périmètre on veut mettre en œuvre sur la première étape. Non, mais ça peut être déjà une première enveloppe pour la partie cadrage et le coût de l'abonnement. Ça donne déjà une belle projection à l'UMEI pour savoir si, j'imagine, c'est déjà, avant de trop s'investir sur le produit, vous avez envie de savoir si c'est un coût qui est supportable ou pas. Et, c'est ça. Et moi, mon but, c'est que vous aimiez absolument le produit avant de vous montrer le prix. Comme ça, voilà. Je comprends, oui. Mais là, non, mais il n'y a pas de souci. Je contacte DocuWare cet après-midi ou demain et on revient avec ça. D'accord. Parfait. Voilà. Okay. Et puis on vous donnera une première visibilité. Et puis à ce moment-là, nous, on fait une enveloppe macro de service. Et puis si ça vous va dans la démarche, on peut éventuellement essayer d'échanger autour de cette enveloppe de macro de service pour l'affiner et pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que serait réellement le coût de cette chose-là. Parce qu'il y aura certainement peut-être un peu de déplacement à prévoir, peut-être pour faire des ateliers avec vous sur site, etc. Donc on puisse un peu calculer tout ça. Oui, je pense qu'il y aura un déplacement pour l'audit documentaire, l'audit des processus, la formation des utilisateurs, des administrateurs. Essayer de nous valoriser ça aussi, qu'on puisse voir. Exactement. Écoutez, du coup, l'action est de notre côté. On revient vers vous. On va vous faire suivre le lien parce que je pense qu'ils ne vont pas l'envoyer. Ça sera un lien de téléchargement. Ça va être un peu lourd là, de la démo. Pour la vidéo, oui. Et n'hésitez pas s'il y a besoin de spécifier, refaire certains bouts de démo ou préciser certains aspects avec d'autres de votre collègues à leur retour. Vous n'hésitez pas. On est à votre disposition, bien sûr. Entendu. D'accord. Et on vous remercie pour votre temps et votre disponibilité. Et puis, c'est moi, merci Mélina pour surtout Mélina, c'est surtout elle qui a passé pas mal de temps à bosser. Je sais que pour avoir fait ça dans une vie antérieure, c'est vrai que ça prend du temps. Et bon, donc je tenais à vous remercier tout particulièrement. Voilà. Merci Olivier, merci Lucas. À très vite. À très vite.